Bonjour Rav Benchetrit, je suis ravie que vous ayez accepté de faire cette vidéo avec moi aujourd'hui pour J-Place sur le thème des relations toxiques dans le couple. Aujourd'hui, Rav, je souhaiterais vous poser des questions que sûrement de très nombreuses personnes se posent ou se sont peut-être déjà posées dans leur vie. Les relations toxiques, comment en arrive-t-on à accepter une telle relation? Comment s'en défaire? Et surtout, comment se reconstruire après cela? Alors Rav, déjà première question, on parle donc beaucoup de relations toxiques, c'est un terme devenu assez courant et parfois utilisé un peu à tout va, mais comment définir une véritable relation toxique? Eh ben, enfin, encore une fois, moi, je vais parler de mon expérience, euh, puisque des fois, enfin, des centaines de personnes s'adressent et parlent et posent leurs questions. Et ça, c'est des choses qui reviennent souvent sur le tapis, du fait même que dans la relation, la confrontation aux personnalités, le fait que selon le niveau de développement de chacun, le niveau de confiance en soi, le niveau de conscience de soi et de peur de l'autre, donc automatiquement, il y a déjà un terrain euh, qui peut, qui met en situation de créer ce genre de relation. Parce que vous savez que le but de la vie, c'est d'exister, comme explique le Maharal de Prague, et que le rapport à l'autre, c'est la coexistence. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont convaincus que l'autre, en existant, les empêche d'exister. D'accord? Donc, ils vont se mettre en situation ou défensive, d'accord? Ou alors, le contraire, offensive, et donc, ils vont être en agression perpétuelle. Ça, c'est encore le moins grave des choses. Mais le plus grave, c'est les gens qui sont carrément dans une logique de manipulation, dans une logique d'utilisation de l'autre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accédé à cette notion de base de la vie et de la Torah, qui est le respect de l'autre, donc le respect, le droit à la différence et le droit d'exister qu'on doit donner. Si on n'est pas capable de le faire, automatiquement, ça va générer des relations comme ça, des tensions, des mal-être. Et malheureusement, comme la confrontation à l'autre, eh ben, c'est une réalité de tous les jours. Donc automatiquement, les opportunités de rencontrer ce type de tension, elles existeront toujours. Que ça soit au niveau personnel, au niveau du couple, au niveau professionnel, au niveau communautaire, au niveau voisinage, il y aura toujours cette possibilité malheureusement qui existe. Mais encore une fois, on est plus dans une logique de construire la personne qui va subir l'agression plutôt que d'éliminer la personne qui génère l'agression. Exactement. Merci beaucoup Rav. Mais comment se fait-il selon vous que l'on puisse arriver à accepter une telle relation pour les personnes qui sont sous emprise par exemple ou qui vivent une relation de ce type? Comment se fait-il qu'elles en arrivent à accepter cette relation? Alors, la logique, elle est très simple. Moi, je dis, quand les gens m'appellent, ils me disent, voilà, il m'a insulté, ou elle m'a crié, ou il m'a frappé, ou il m'a harcelé. Alors, je dis, écoutez, une chose qui arrive une fois, c'est un accident. Mais une chose qui dure 10 ans, c'est un phénomène. Or, un phénomène ne peut se perpétuer que si tous les participants au phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Vous me suivez ou non? Donc, Oui, quand vous me parlez par exemple, de la gravité de la culpabilité du bourreau, moi, je vous parle de la complicité de la victime. Bah oui, parce qu'une fois il lève la voix, bah, tu te laisses faire ou tu te laisses pas faire. Une fois il crie, une fois il frappe, tu te laisses faire ou tu te laisses pas faire. Mais à partir du moment où on rentre dans une logique où, entre guillemets, on accepte, encore une fois, c'est pas pour accuser ou pour condamner. Et genre, à la limite, c'est de ta faute, non seulement t'es victime, en plus c'est de ta faute. Non, c'est pour faire remuer la personne à l'intérieur et puis qu'elle prenne conscience que s'il y a une possibilité comme ça, que l'autre s'immisce dans ma vie, me terrorise, me manipule, ça veut dire qu'il y avait un espace pour ça. Alors, il y a une phrase de Ben Chetrit, si vous avez entendu parler de lui. Ouais, il a dit une phrase comme ça: le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. C'est-à-dire que si je suis plein à l'intérieur, ça rebondit. Si je suis vide, ça pénètre. Pour ça, je donne toujours l'exemple: si tu mets un coup de batte de baseball dans un rocher, eh ben, la batte de baseball, elle rebondit parce que le rocher, il est plein. Mais si tu tapes dans un vase, le vase, il explose parce qu'il est vide. Donc, l'onde de choc rentre dedans et elle essaie de ressortir et en sortant, elle explose le vase. Donc, ça veut dire qu'il y a un espace à l'intérieur pour recevoir cette, cette agression. D'accord? Et ça s'appelle le vide de soi, ça s'appelle le manque de respect de soi, le manque de construction personnelle, mais aussi le manque de bitachon, le manque de confiance en Dieu. Ça veut dire que, pour ça qu'en français, le mot personne, il a le sens de personne et personne. ouais, D'accord?
Maintenant, il faut le respect de la personne, il faut le droit à la personne. Et d'un autre côté, personne, c'est personne. Ouais. Maintenant, une personne qui est personne ne doit pas s'étonner qu'elle n'a pas le respect de la personne, puisque elle-même, elle pense qu'elle est personne. Il faut que la personne se construise en fait elle-même C'est ça la solution. et remplisse son vide intérieur avant de se mettre dans une relation finalement. Ah oui, parce que, Ouais, parce devient que toxique. même en cours de relation, ouais. Parce que moi, j'ai des gens qui m'appellent qui sont vraiment dans un désarroi et tout ça. Si c'est vraiment dangereux, si on parle maintenant de violence physique ou ton, ça c'est sûr, il faut appeler la police, il faut porter plainte, ou il faut au moins menacer de porter plainte, il faut en parler à des gens. On ne parle pas des cas de réel physique, mais les harcèlements invisibles, d'accord, les pressions, les choses comme ça, les mauvais mots ou l'immaturité, d'accord. Il Oui. suffit que l'autre, il ait, encore une fois, un manque de maturité pour penser que ça, la manière d'être et la manière d'agir et la manière d'influencer, eh ben, c'est justement de mettre la pression et tout. Donc, c'est comme quand on est au bord de la mer, ben, il y aura toujours la mer, et il y aura toujours du reflux, et il y aura toujours des vagues. Donc, la question, elle n'est pas de savoir, pourvu qu'il n'y ait plus de tempête. La question est de savoir, est-ce que je vais fabriquer une digue qui pourra supporter les tempêtes? Et ça, c'est la construction personnelle, la force d'affirmation, la manière de régénérer son réservoir de joie, et puis le fait d'être pleine à l'intérieur, d'être construite. Et c'est ça Shalem. Parce que Shalem et Shalom, c'est le même mot. Shalem, c'est entier, et Shalom, c'est en paix. Maintenant, pour être en paix à l'intérieur, il faut être entière. Maintenant, l'autre ne peut m'agresser que parce qu'il y a du vide en moi. Ça veut dire que la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Très beau. Parce que parfois, certaines personnes se construisent justement dans la relation, ils ont du mal à être heureux eux-mêmes avant d'être en couple, et c'est assez difficile. Et justement, comment bien vivre son célibat quand on est célibataire, il y a des personnes qui le vivent très mal et souhaitent vraiment trouver le bonheur dans le couple et ont du mal à se trouver eux-mêmes finalement. Selon vous, Rab, comment faire pour bien vivre son célibat et se remplir intérieurement avant d'être dans une relation de couple? Ben, d'abord, il faut savoir que, bon, je ne vais pas faire de la publicité, mais 90% des cours, ils sont basés sur ça. C'est-à-dire, parce que derrière Eretz Kadma la Torah, ça veut dire que c'est pas la politesse passe avant la Torah, c'est la silhouette psychologique qui va accueillir et utiliser, optimiser la Torah, elle passe avant, ça veut dire que je dois construire ma personne pour pouvoir ensuite utiliser. Maintenant, la Torah, elle va optimiser mes capacités. Maintenant, ça, ce projet-là, de construire sa personne, ça s'appelle Avodat Amidot, Binyan HaNefesh, Binyan Adam, la construction de l'homme, c'est de toute façon le projet de toute la vie. D'accord? Et sans faire de publicité, c'est pour ça que j'ai écrit un livre de 405 pages sur ce sujet, La vie, une invitation à être. Je l'ai, très beau livre. Et ben parce que c'est ce travail-là qu'il faut faire. Maintenant, on peut pas non plus se plaindre. Je suis un peu fatigué d'écouter des gens qui se plaignent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. D'accord? C'est genre, tu passes pas l'examen, mais tu dis pourquoi je suis pas sur la liste des réussites. Donc ça, c'est un projet personnel. D'accord? Maintenant, non seulement qu'il faut le faire avant de rencontrer la personne, mais ça ne doit pas non plus conditionner, parce que sinon, on va se marier à 120 ans. Mais de toute façon, même en étant marié, on continue à faire ce travail personnel, mais en plus, on est accompagné. Quand on est maman, papa, on continue à faire ce travail personnel. Quand on est même rave, on continue. Moi, les gens, quand ils me disent oui, moi je suis bien, je suis parfait, j'ai pas besoin de faire des efforts, je dis écoute, moi j'ai 59 ans, j'ai une grande famille, j'ai des dizaines de milliers d'élèves et je continue à travailler mes midotes tous les jours. Donc je vois pas pourquoi est-ce que toi. Alors c'est pas pour moi pour me prendre pour une star. C'est juste pour lui dire que tout le monde est touché par le principe de construction personnelle. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement par principe que genre je dois me perfectionner. C'est aussi que les épreuves elles sont adaptées à la personne que je suis. Donc si au niveau maturité je suis à 16 ans et que au niveau physique j'ai 35, donc comment un enfant de 16 ans il peut assumer une épreuve de 35? Donc il faut que j'ai 35 ans à 35 ans. Or la seule manière de grandir c'est d'assumer l'épreuve. Alors, pour assumer l'épreuve, il faut avoir les données, d'accord, le programme, la Torah, il faut faire les exercices, d'accord, se mettre en situation et être omed dans l'épreuve. Maintenant, être omed dans l'épreuve, ça veut dire être gibor. On dit Ezeu gibor akovesh et Yitzro. Qui c'est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzirara. Mais les gens oublient que gibor, ça vient de gever. Gever, c'est un adulte. Maintenant, imata gever a Yetzirara ou yeled. Si toi, tu es un adulte, ton Yetzirah, c'est un enfant. Si toi, tu es fort, la vie, elle est facile. Parce que Yetzirah, c'est celui qui propose l'épreuve. Donc, les gens, maintenant, ils ont le choix d'être mitgaber,
C'est ça, ata. Tsaïch les gaber, ça veut dire ata tsaïch liot gever. Maintenant, ce niveau-là s'appelle la maturité. En hébreu, ça s'appelle le da'at. Maintenant, si moi, je suis dans une dynamique positive, active et vigilante de me construire et d'être fort, les épreuves, elles n'ont plus rien à voir. D'accord? Par contre, si je suis dans une logique de fuite, d'angoisse, de petite souris cachée au fond du trou, de petit moineau qui attend le tigre, évidemment que c'est un peu moi, à la limite, qui suis un appel d'air pour toutes les agressions possibles. Ce qu'on appelle une tête à claque ou en recette de pâtisserie, une tranche de cake. Bon, je sais que j'abuse un peu au niveau intellectuel, mais bon, ça détend. Non, c'est vrai, vous avez raison. Que pensez-vous, Raph, de la phrase mieux vaut être seul que mal accompagné? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Bon, déjà, on est en train de virer sur un cours sur le choix du partenaire, mais bon, c'est pas très grave. D'accord. L'idée, l'idée qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, évidemment, bon, pour moi, c'est un petit peu un lot de consolation. C'est-à-dire que les gens vraiment qui ont une difficulté, qui ont une vraie, ce que l'égoïsme appelle la folitude, d'accord, c'est-à-dire la crise chronique de solitude, il vaut mieux qu'ils aient des principes comme ça dans la tête. Alors c'est vrai que c'est sûr que dans l'absolu, c'est mieux d'être seul que mal accompagné parce que c'est mieux de recevoir une caresse qu'un coup de marteau, d'accord. Mais en soi, il faut comprendre que l'accompagnement dont on parle, c'est la confrontation à la différence de l'autre et c'est la plus grande école d'évolution personnelle. C'est que si je suis confronté à un examen de maths ou si je suis confronté à la gestion d'un magasin, ça sera toujours moins productif, entre guillemets, au niveau construction personnelle que la relation à l'autre. C'est pas pour rien que la Torah, elle a donné des centaines de mitzvot de Ben Adam Lachavero, parce que une mitzvah qui s'adresse à l'autre, ça veut dire que c'est une opportunité de mettre en relief des facettes de moi-même. Donc refuser le rapport à l'autre, ça veut dire aussi refuser que j'ai une partie de moi-même qui ne se développera jamais parce qu'elle ne peut exister que par rapport à l'autre. D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, encore une fois, cette phrase, seul plutôt que mal accompagné, c'est déjà aussi comment ça s'appelle? Une constatation négative. D'accord? Ça veut dire péjorative, que genre, de toute façon, je vais souffrir, regarde les gens, à quoi ça sert de se marier parce que les gens ils divorcent, à quoi ça sert des gosses? De toute façon, ils sont ingrats, c'est que l'enfant est ingrat même quand il est maigre, d'accord? À quoi ça sert de faire des business, 80% des startups elles déposent. Bon, mais il faut savoir, c'est qu'on va tous mourir, d'accord? Donc, si tu penses à la mort toute la journée, il vaut mieux se dire que tu mourras le jour de ta mort, d'accord? Et que de devancer la peine n'a aucun intérêt. Parce que quel intérêt de mourir de son vivant? Donc, tout ce qui est dans une logique négative et péjorative et angoissante, il vaut mieux l'exclure. Ah, maintenant, si quelqu'un, encore une fois, il est vraiment avec une personne dangereuse, alors c'est sûr que pour lui, cette phrase, elle s'applique, parce qu'il vaut mieux qu'il s'éloigne, et donc il vaut mieux qu'il soit seul que mal accompagné. Mais il ne faut pas que ça soit un a priori de vie, parce que sinon, à chaque fois que je vois quelqu'un, de toute façon, il y aura des défauts. Ouais, et par rapport à ça, je vais dire, oh ben attention, il vaut mieux être seul, et tu seras toujours seul. Parce que personne, il y a personne qui vient sans défaut, puisque les défauts font partie de sa facette. Même le maire de la ville, qui n'est pas du tout religieux et qui est laïque, il a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. sa mère, d'accord. Et après, Et selon vous, Rav, est-ce plus difficile de rencontrer quelqu'un et d'être en couple dans cette génération que dans les générations précédentes? le vrai problème aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'on est dans une société de consommation, d'accord. Et les gens, on leur apprend à consommer des produits, après on leur apprend à consommer des prestations, et puis maintenant, ils en sont à consommer des personnes. C'est-à-dire que l'autre est devenu un produit de consommation. Maintenant, dans le monde profane, on a tellement vulgarisé la sexualité, le rapport, la facilité du lien, euh, ou je sais pas moi, c'est comme des gens ils disent, ils dorment ensemble depuis 5 ans, et puis le gars il dit, tu sais, je crois que je commence à avoir des sentiments. Ah bon, alors qu'est-ce qu'on faisait avant? C'est-à-dire c'est une chose qui est normale, je sais pas, ils sont sortis tellement, parce que dans la Torah, on fait un dans la tête, ensuite on fait un dans le cœur, ensuite on fait un dans le corps. D'accord? Donc l'intimité, elle vient pour finaliser, en fin de compte, l'unité qui a été créée par l'esprit, parce qu'on se comprend, l'unité des sentiments, parce qu'on se ressent, et ensuite on est ensemble. Maintenant, la société, elle est tellement tordue, elle est tellement à côté de la plaque, elle est tellement
à l'envers, que même ça, aujourd'hui, c'est plus une référence. Donc, si les gens sont dans une logique comme ça, complètement laïque, et une logique de consommation, eh ben, évidemment que ça va être difficile le couple. Ben, c'est normal. Pourquoi? Parce que qui c'est qui peut manger la même pizza pendant toute sa vie? Ouais. Mais si je dis c'est pas une pizza que j'ai en face de moi, c'est une personne, et que la personne, elle a une intériorité, et que l'intériorité, elle est en évolution perpétuelle, comme elle dit la Gemara, celui euh, qui va avec sa femme, les Shem Shamaïm, eh ben, tous les mois, c'est comme si, et quand elle sort du mikvé, c'est comme si, c'était comme si c'était une nouvelle Kala. D'accord? Alors tu dis, mais comment c'est possible alors? Et la routine et tout ça. Encore une fois, si je regarde le corps de la personne, eh ben, c'est la même que le mois dernier, et puis malheureusement aussi, ça ne va pas forcément en s'arrangeant. Ouais. Mais si je regarde sa personnalité, le lien de complicité, tout ce qu'on a développé ensemble, tous les sentiments et la complicité qu'on a développé, mais ça va qu'en s'améliorant. Puisque un diamant, plus vous le polissez, plus il devient brillant. Si, ça, c'est quand les deux intériorités sont en contact, et que le but, c'est de faire se rapprocher les deux psychiques et les deux âmes. Mais si on est entièrement sur l'extériorité, d'accord, on est sur la superficialité, donc automatiquement, comme le corps c'est de la matière elle a un début, tout ce qu'un début a une fin, donc le rapport à la matière aussi il a une fin. Donc en fait, quand on s'intéresse qu'à l'extériorité de la personne, on a déjà programmé la fin de la relation. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est plus difficile le mariage, parce que comme les gens sont des consommateurs, et ils sont arrivés même au niveau du khat pa'ami, carrément, ça veut dire on prend, on jette les relations Kleenex. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'ils ont du mal à se marier, et même quand ils se marient, qu'ils ont du mal à durer, puisque, puisque la Torah elle dit que prendre ça construit, non, prendre ça détruit, et donner ça construit. Ouais. Donc, Olam Chesed Ibané. Donc en fait, le but, c'est de donner. Mais comme on est dans une logique dans une société de prendre, donc, et prendre, ça sépare. Parce que quand quelqu'un a mangé une glace, est-ce qu'il va garder le bâton? Parce que quand quelqu'un il va garder l'emballage, donc il va jeter. Par contre, quand la personne, elle vient pour donner, c'est-à-dire que l'autre, elle devient le réceptacle de mon don, ce qu'on appelle en français le don de soi. Donc là, ça construit quelque chose de durable. C'est pour ça qu'il est très très important de préparer les jeunes au mariage, après de préparer les Hatan Kala au mariage, et même de les accompagner dans la première année de mariage, avec des cours, avec des choses pour qu'ils aient ces notions-là. Parce qu'on peut tout apprendre dans la vie, mais quand on apprend en théorie, ben, ça met un peu de stress, mais quand on apprend en réel, ça laisse des cicatrices. Rien de mieux que la pratique, hein, c'est vrai. Ah ouais. Mais Alors, Raph, peut-on avoir une relation dite toxique, même avec quelqu'un finalement de très équilibré psychologiquement? C'est-à-dire, est-ce que deux personnes bien équilibrées, chacune, peuvent-elles avoir ensemble une relation qui devient toxique à force, très négative pour les deux personnes? Ou pour alors, l'un des deux? bien sûr. Alors, numéro un, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les deux facettes. C'est-à-dire, on est deux personnes l'une en face de l'autre. D'accord? Et chacun avec ses caractéristiques et avec ses différences. Maintenant, le fait de réussir à faire un quand on est deux, d'accord? Puisque la Gemara dit que Shem chez Partsoufem Shonot, Kardatem Shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire que toute la raison pour laquelle Hachem, il a fait que dans la nature, on a tous des visages différents, c'est pour que nous comprenions que l'esprit de l'autre, le da'at de l'autre, la conscience de l'autre, l'équilibre émotionnel de l'autre est différent. Donc, de toute façon, la différence, encore une fois, on l'a dit, elle va être génératrice de conflits. Maintenant, fonctionner avec la différence, il y a beaucoup de lois, d'accord, comme le Lekaf Zurkut, voir l'autre positivement, la communication, communiquer commun, comme un, la communion, tout ça, tous les efforts qu'on fournit pour faire un avec l'autre, d'accord, et ben c'est ce qui va faire. Maintenant, ça, c'est la base. Maintenant, évidemment qu'à part ça, il y a le Yetzirah de l'autre et mon Yetzirah à moi. D'accord? Maintenant, le Yetzirah, au niveau du couple, il est constitué de quoi? Globalement, il est constitué de ce qu'on appelle l'amour propre, c'est-à-dire l'orgueil et l'égoïsme. D'accord? Donc, c'est l'orgueil et l'égoïsme qui me séparent de l'autre. Parce que soit je refuse la coexistence par orgueil, soit je refuse la coexistence par égoïsme. Maintenant, quand la Torah elle m'a demandé de faire le chesed, en fin de compte, c'est quoi? C'est que je vais enlever l'égoïsme. Quand la Torah elle me demande de faire le respect, le kavod, en fait, je vais enlever l'orgueil. Alors, si j'arrive à ça, alors il y a aussi une phrase de Ben Chetrit,
Il dit que la seule manière de créer un amour commun, c'est de détruire deux amours propres. Alors, quand je suis dans une dynamique de destruction de l'amour propre, les choses, elles sont très faciles. Alors, ça ne veut pas dire que j'existe plus et que je suis une serpillière et que j'ai aucune valeur. Non, puisque je le fais pour mon couple. D'accord? Donc, moi, parce que le couple, c'est nous et c'est moi et toi. Maintenant, le moi et le toi, en vérité, c'est les individualités et c'est ça qui crée les problèmes. Par contre, quand les deux, ils se dépassent pour leur couple, donc ils n'ont plus de problème. Ça, c'est déjà l'approche positive. D'accord? Maintenant, l'approche négative, c'est que, eh ben, même si on est bien tous les deux, toi tu es bien, moi je suis bien, étant donné qu'il y a une mitzvah de faire un, parce que Ahava, l'amour, c'est la même gematria que Echad, c'est un, et comme que chaque mitzvah a son Yetzerara, donc par exemple la mitzvah, le Yetzerara de la prière, eh ben, c'est de se déconcentrer, parce que la mitzvah c'est de se concentrer. La mitzvah dans le Krat Shema, c'est de lire doucement, donc le Yetzerara c'est de lire vite. Eh ben, la mitzvah dans le couple, c'est de faire un. Donc, le Yetzirah, c'est de faire deux. Donc, comme le Yetzirah, c'est de faire deux, donc on doit lutter contre ce qui nous sépare. Maintenant, même dans un couple, entre guillemets, qui est équilibré, ouais, il y aura du Yetzirah, parce que c'est ça la mitzvah. C'est-à-dire de lutter contre ce qui nous sépare, de mettre en place des ponts, des échanges, de la reconnaissance, tous les ponts qu'on va pouvoir créer. Donc, si les relations elles deviennent toxiques, c'est parce que on n'a pas compris que malgré qu'on est équilibré, on a quand même un effort à fournir pour construire ce couple. Pour ça que vous trouvez des gens, moi j'ai vu dans les gens que je reçois, des fois deux personnes super équilibrées, super sympathiques, super cool. À l'extérieur, ils ont chacun 1 million d'amis, mais les deux, ils n'arrivent pas à se voir. Ils peuvent pas se voir. Et pourtant, ils sont pas aveugles, mais ils peuvent pas se voir. D'accord? Alors je dis, c'est quand même bizarre, non? Vous êtes sociable. Lui, il est sociable. Et vous deux, ah, mais vous le connaissez pas. Ah, il a une face cachée. Ah, il me saoule. Ah, il me prend la tête. Elle est folle. Elle est hystérique. Elle est comme sa mère. Elle est comme... Bon. Alors je dis, c'est très simple. En vérité, ils n'ont pas compris que quand il y a une mitzvah de faire un, il y a un yetzara de faire deux. D'accord? Donc même entre des gens équilibrés, il peut y avoir une forme de toxicité. D'accord? Mais qui n'est pas forcément volontaire, qui n'est pas forcément recherchée, mais qui vient naturellement parce que quand on n'est pas dans une logique de sourmera, ouais, ou dans une logique de acétov, donc de s'éloigner de mal ou de faire le bien, c'est-à-dire que si on ne construit pas de manière active et positive la relation, automatiquement, il va se créer, c'est-à-dire les fractures, elles vont s'augmenter, le manque de communion, il va générer plus d'incompréhension, les compréhensions, ils vont créer des malentendus, les malentendus, ils vont créer de la frustration, de la susceptibilité, qui va générer de la haine, de la rancune et de la vengeance. Sur la base de quoi? Du manque de communion. D'accord? Maintenant, si on appelle ça une relation toxique, oui, effectivement, c'est aussi une forme. Mais c'est normal qu'on doit s'en occuper de manière active. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas se plaindre qu'on n'a pas les résultats, alors qu'au fond, on n'a rien fait pour que ça fonctionne. Ouais, c'est un travail d'une vie, au fond. En fait, C'est pour ça qu'on est sur Terre. Sinon, on serait déjà au ciel. Mais Raph, certaines personnes ont peur d'être seules, peur parfois de perdre une relation à laquelle elles tiennent ou de ne pas trouver quelqu'un avant longtemps. Et donc, elles acceptent de subir parfois des choses qu'elles ne devraient pas forcément accepter, juste pour ne pas perdre la personne en question. Donc, elles vont pardonner, se culpabiliser. Il y a tout un schéma, un cercle vicieux, parce que souvent, la personne qui a une emprise va venir s'excuser, revenir. Bon, c'est un cercle vicieux. Donc, comment faire selon vous pour se défaire de ce schéma, de ces peurs, pour ne plus avoir peur de la solitude et pour ne plus avoir peur de la solitude, finalement? Alors, d'après ce qu'on a répondu dans la question, je ne sais plus combien, ouais, on a dit que tout ça, ça vient d'un terrain. C'est-à-dire que si j'ai un terrain de vide, un terrain de fragilité, d'accord? Donc, quelque part, c'est moi qui attire ce genre de personnes, premièrement. Deuxièmement, si on parle d'une personne qui, entre guillemets, est normale, et que moi aussi je suis normal, d'accord? Donc le fait d'avoir peur de perdre ou de laisser l'autre se conduire d'une certaine manière, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que quand j'accepte des choses, j'accepte des écarts, j'accepte des comportements odieux, en fin de compte, qu'est-ce que je fais? J'entretiens l'autre, d'accord? Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, mais Rabbi Chetrit, elle n'a jamais rien dit pendant 20 ans, qu'est-ce que tu lui prends aujourd'hui? D'accord? C'est très bizarre. C'est-à-dire que non seulement il est bourreau, c'est comme si moi je vous tords le nez et je vous dis, mais je comprends pas pourquoi t'as mal, moi ça me fait rien. Ouais, donc maintenant, donc moi déjà, je dois pas être complice
de ça, premièrement. Et deuxièmement, c'est un chicoul, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça me rapporte. Moi, souvent, j'ai eu des femmes qui m'appellent, qui disent, regardez, quel comportement, tel comportement, tel comportement. Et je pose la question, la plus idiote du monde. Je dis, mais est-ce que c'est quelqu'un qui ne peut pas changer ou c'est quelqu'un qui ne veut pas changer? D'accord? Maintenant, si c'est par rapport à un manque à gagner, ça veut dire j'aurais aimé qu'il soit comme ça. Ouais. Ou si c'est par rapport au fait qu'il est agressif, il est dangereux. Vous me suivez ou non? C'est ou que c'est une déception, ou alors c'est parce que j'aurais voulu mieux, ou alors parce que vraiment il est néfaste. Maintenant, si il est néfaste et qu'il ne veut pas changer, donc ça veut dire qu'il faut le mettre en situation de changer. D'accord? Une thérapie, un couple, je sais pas moi, des amis, un rave. Bon, s'il ne peut pas changer, d'accord? Ça veut dire que c'est sa nature, ou alors il est limité intellectuellement, ou alors il est atteint de psychorigidité, c'est-à-dire que son cerveau est devenu un os, d'accord? Donc à ce moment-là, ce qu'on appelle en français, il faut vivre avec, il faut faire avec. Maintenant, si c'est des choses qui, la Torah l'a donné, le bitul berov, d'accord? Ça veut dire que s'il y a une majorité de positifs et une minorité de négatifs, donc ça s'annule dans la majorité, d'accord? C'est que si c'est quelqu'un qui a son petit caractère, mais à part ça, il est gentil, il est sympathique, il est beau, il est riche, il est généreux, il est religieux, il est équilibré. Bon, mais à part ça, il oublie de sortir la poubelle, il refuse de faire la vaisselle. On peut faire bitul berov, d'accord? Mais si, dans le rapport, il y a plus de négatifs que de positifs, et comment on le sait? Parce qu'on est déstabilisé, d'accord? Donc à ce moment-là, il faut bien réfléchir. Que si je conserve la relation, mais que 10 ans après, je fais une dépression parce que je suis brisé intérieurement, ça veut dire que ça me coûte plus cher que ce que ça me rapporte. Donc il faut avoir l'intelligence de le faire. Ah, maintenant vous allez dire oui, mais c'est difficile parce qu'on a des sentiments. C'est pour ça qu'Hachem, il a donné un cerveau. Parce que le cœur, c'est comme la jeune fille amoureuse, et le cerveau, c'est comme la mère de la jeune fille. Alors elle lui dit, écoute, il n'est pas sérieux, il te respecte pas, il drague ta sœur, ouais, il se conduit mal, il te dit des gros mots. Alors tu dis, oui, mais maman, tu le connais pas, mais de toute façon, c'est pas grave. Alors c'est la logique de l'usure. C'est quand vous tapez avec un marteau sur le béton, ça casse pas tout de suite. D'accord? Vous tapez, ça fait rien, vous tapez, ça fait rien, vous tapez, ça fait rien, vous tapez, ça fait rien. En fait, ça fragilise la structure à l'intérieur. Puis un jour, ça casse. Donc les gens, ils vont pas faire un burn-out ou une dépression ou craquer d'un seul coup pour un événement. En fait, ce sont des centaines et des centaines de coups qu'ils ont subis qui créent cette fragilité. Et après, c'est makébépati, c'est-à-dire le dernier coup qui fait basculer la personne dans la souffrance et dans la dépression. Donc, il faut pas croire que notre réservoir de patience et d'équilibre, il est infini. D'accord? Donc, non seulement il faut le savoir, mais en plus de ça, il faut l'entretenir et le préserver. Donc après, c'est un calcul. Maintenant, si la peur de perdre la personne, elle me fait faire des sacrifices qui sont insupportables, donc c'est pas une question de savoir si j'ai peur de perdre la personne, c'est est-ce que moi déjà, je me suis pas déjà perdu. Alors, si vous voulez, on verra les cas personnels après. Non, je rigole. Alors, Mais vous avez dit tout à l'heure, Raph, qu'on peut attirer, si on a une faille en nous, on peut attirer des personnes à soi qui vont faire ressortir cette faille de vide intérieur. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils rencontrent toujours le même type de personnes, des personnes qui vont ne pas les respecter. Est-ce que vous pensez qu'on attire tout le temps le même type de personnes lorsqu'on a cette faille qui n'est pas réparée en nous? c'est évident. Le vide attire le vide. Ça veut dire que, les tigres, ils attaquent pas des éléphants, ils attaquent des agneaux. Donc maintenant, moi, en vérité, non seulement que en étant faible, eh ben, j'attire cette personne-là, mais je vais même inspirer son Yetzirah de me l'envoyer, et même moi, c'est comme un appel d'offres que je fais de mettre l'autre en situation. Pourquoi? Parce que comme la seule manière de grandir, c'est d'être mis à l'épreuve, donc automatiquement, j'attire des gens qui vont m'obliger à grandir. Maintenant, ou moi, j'ai le challenge de dire, OK, l'autre, ben, je vais m'en servir pour grandir, d'accord? Ou alors, je vais continuer à subir. Mais de toute façon, il y aura une réalité. D'accord? C'est comme si le stylo, il dit, oh, comment ça se fait que le bouchon me court après? Mais le bouchon, il va avec le stylo. D'accord? Et le couvercle, il va avec la poubelle. Ou avec la marmite, je me rappelle plus. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le lien. D'accord? Alors, moi, les gens, ils me disent, oui, mais Ramet Chetrit, tous les garçons que je rencontre, c'est des gamins. Je dis, mais vous n'êtes pas un petit peu maman, vous? Ah oui, je suis maman, je materne. Ah oui. Donc, tu dis, oui, mais je rencontre que des malades. Mais vous n'avez pas un petit côté infirmière comme ça, Mère Teresa, je te prends en charge, je t'assume. Alors, c'est normal, donc vous attirez les malades. Donc, ça veut dire que la personne, le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle me ressemble.
mais en féminin ou en masculin. Donc mes manques, en vérité, je vais les retrouver. Même dans la religion, c'est comme ça. Moi, des fois, ils me disent, Rabbi Chetri, écoutez, cette fille-là, elle n'est pas du tout sniout, elle se met, à Bar Mitzvah, elle monte sur une table, elle se met à faire la danse du ventre. Je dis, ok, mais toi, tu es Shomer Shabbat? Il me dit, non. Je dis, bah, tu vois, elle, c'est dans la pudeur, et toi, c'est dans le Shabbat. Mais vous êtes pareils, les deux. C'est-à-dire, vous avez le même niveau d'incohérence, mais pas sur la même action. C'est tout. Donc, ça veut dire que quand moi, je me connais, et ben, quand je sais qui je suis, c'est facile de savoir ce que je vais rencontrer. C'est pour ça que je donne toujours cet exemple que, bon, les goïms, ils disent, il faut jamais faire les courses quand t'as pas mangé, quand t'as faim, parce que tu vas acheter n'importe quoi. Ouais. Alors, j'ai dit, c'est un gars, il est dans le désert, ou une fille, elle est dans le désert, et ça fait 2 semaines une semaine et demie qu'elle a pas mangé. Donc, elle en peut plus. Elle va s'évanouir de faiblesse, et puis elle tombe sur un cadavre de chien mort, en partie décomposé, avec des vers, et est-ce qu'elle va le manger ou non? Oui, non? Si elle a vraiment très faim, peut-être, je sais pas, je pense pas, non. Qu'elle va manger. Les gens, ils ont mangé des cadavres dans Ouais. des catastrophes. D'accord? Donc, le problème, c'est que quand elle va le manger, et ben d'un seul coup, on parle maintenant qu'elle est au bord de la mort. Ouais, elle n'a plus aucun sens. Elle est presque dans le coma de fatigue et d'épuisement. Elle mange. Le peu de vitamines qu'elle va trouver dans cette nourriture pourrie va lui faire prendre conscience. Et à ce moment-là, elle va dire, mais comment j'ai pu manger un truc pareil? Alors, je vous donne le truc, c'est que la valeur de la personne qui est devant moi, elle dépend de l'état de dépendance dans lequel je suis au moment où je la rencontre. Donc, si je suis en attente d'attention et de finesse et de gentillesse et de douceur et j'en peux plus et que je suis en appétit comme ça et bah, je vais rencontrer des gens qui vont abuser. Mais si je suis shléma, je suis entière, je suis bien, je suis détente, eh ben je comprends que l'autre, c'est une proposition. Elle me plaît, c'est bien. Elle me plaît pas, au revoir. C'est pas grave. Et pour les personnes qui rencontrent, par exemple, pour des hommes ou des femmes qui rencontrent toujours des futurs conjoints indécis, Oui. Alors, c'est il faut quoi la savoir que faille interne les maladies des intellectuels, parce qu'il y a deux genres d'indécis. Soit les gens qui font durer le match parce qu'ils espèrent manger les fraises sans avoir acheté la tarte, d'accord? Soit c'est qu'en fait, c'est des gens qui en fait réfléchissent tellement qu'ils n'arrivent pas à s'engager, ils n'arrivent pas à prendre de décision. Donc, ou c'est une prétexte ou c'est une raison. Mais encore une fois, dans la logique du miroir, que Hachem il m'envoie quelqu'un qui me ressemble, d'accord? Donc moi aussi, je dois me demander, mais est-ce que moi je suis sûr de moi? Maintenant, même si on n'est pas religieux, on ne met pas très très longtemps à savoir quel est le projet de la personne, quel est, quel est le, le but de la relation, qu'est-ce qu'elle recherche exactement, est-ce que c'est du long terme, est-ce que c'est du court terme, est-ce que c'est de l'investissement, est-ce que c'est de la consommation, est-ce que c'est un fondement de mariage ou c'est un fondement d'amitié ou de l'amusement. Donc, avec quelques questions clés, on peut éliminer beaucoup de choses. Mais les gens, ils font le contraire. Ils se côtoient, après ils tombent amoureux, et après ils essaient de connaître la personne. Ouais, c'est pour ça que quand les gens viennent me dire, mais Rabbi Chetrit, j'ai découvert le vrai visage de mon copain, je dis pourquoi c'était Fantomas? Non, c'est parce qu'en fait, les gens, ils commencent d'abord par tomber amoureux, et après ils essaient de connaître la personne. Mais c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent j'ai dit à des jeunes filles, je leur ai dit, mais là, vous n'êtes pas amoureuse de quelqu'un qui existe, vous êtes amoureuse de la personne que vous auriez voulu qu'il soit, ou de la personne que vous croyez qu'il était. D'accord? L'autre, il est venu avec une tête de Baruch Yeshiva. D'accord? Après, première rencontre, il veut te toucher la main. Il y a un problème. L'autre, il t'a dit, je suis ingénieur. Après, tu dis, oui, mais ça fait 4 ans et demi qu'il travaille pas. L'autre, il dit, je suis très équilibré personnellement. Et après, il a ouvert son sac, tu as vu du Tranxène dedans. Donc, tout ça, c'est des éléments qui renvoient de savoir exactement qui j'ai en face de moi. Après, c'est à moi de savoir si je veux être clair et avancer, d'accord? Ou je veux faire durer l'indécision. Parce que l'autre est indécis, mais moi je l'accepte, d'accord? Ou moi je suis indécise et l'autre accepte. Donc en vérité, si je suis complice de l'indécision, donc je fais durer l'indécision, d'accord? Maintenant encore une fois, c'est comme dans le business. Voilà, tu veux faire le business, ok, il faut 50 000, tu les as pas, salut, ciao, au revoir. Bon, il faut un ingénieur. T'es ingénieur, t'es pas ingénieur. Allez, au revoir, ciao, d'accord? Moi je suis chômeur de Shabbat, je suis chômeur de Guilla. T'es prêt ou t'es pas prêt? T'es pas prêt? Non, allez, ciao. Tu dis oui, mais peut-être doucement, doucement, va faire tes chouvas, va truquer. Il va se convertir. L'inéder, si Dieu veut, que Dieu fasse. Il a un arrière-grand-père juif, Maran, en Espagne. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le taux de FDG, c'est-à-dire le foutage de gueule. D'accord? Si on n'est pas capable de mesurer combien soi-même on se moque de soi-même,
Donc, on peut même pas avancer. Alors après, ça sert à rien de parler de l'indécision de l'autre, puisque moi-même, j'ai accepté que la situation dure. On se voile la face, en fait. Exactement. C'est d'ailleurs, c'est presque comme si on avait porté le masque par anticipation. Est-ce que vous avez déjà vu ou constaté des couples qui étaient dans un schéma assez toxique et qui s'en sont quand même bien sortis? Bah, encore une fois, bah, dans la Torah, ça s'appelle la Teshuvah. Dans la vie, ça s'appelle la prise de conscience. D'accord? Ou parce que ça a été trop loin, ou parce que il y a eu un changement, ou parce qu'il y a une intervention, ou parce que les gens, ils font ce qu'on appelle un exercice de maturité, qu'on se pose, on dit, écoute, c'est terminé, c'est plus possible. Tu décides, tu veux changer, tu veux truquer. Si c'est un truc maladif, on fait une thérapie. Si c'est un truc relationnel, on va voir un psychologue ou un rave. Si c'est personnel, on travaille chacun de son côté. Mais on arrête. D'accord? Quand on fait un arrêt sur image et qu'on démarre un process, au Hachem, j'en ai vu plein qui ont changé, qui ont évolué, qui ont grandi, des centaines. Moi, je passe ma journée à envoyer des programmes à des gens pour évoluer personnellement et au niveau de leur couple. Donc ça existe. Heureusement, au Hachem, sinon on serait tous pendus au grenier. Mais merci Rav. Et comment retrouver confiance en soi après une telle relation? Comment se reconstruire, oublier les paroles et les actes blessants d'une personne qui nous a fait souffrir? Alors déjà, c'est très très important de comprendre que un événement, c'est un événement, d'accord? Maintenant, quand l'événement il arrive, il a des conséquences. Moi, qu'est-ce que j'ai le choix. Ou je dis bon, j'ai eu la malchance de rencontrer un tordu, mais la vie continue, d'accord? Ou je dis non, j'ai eu la malchance de rencontrer un tordu. Oui, mais chérie, ça fait 8 ans. Ouais, ouais, mais tu comprends, je peux pas oublier, c'est trop difficile. Je suis marqué dans mon corps, dans ma chair, dans ma sœur, dans mon père. Donc, en vérité, moi, comme je dis toujours, il y a des gens, ils ont vécu les camps de la mort. C'était très, très dur. C'était insupportable. Et après, eh ben, ils sont sortis, ils ont créé une famille, et ils ont aujourd'hui 480 petits-enfants. Et il y a des gens, ils sont restés dans la commémoration de la Shoah, comme si quelque part on leur avait enlevé le Shoah. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Ou tu veux être dans une victimisation, ou tu veux t'en sortir. Bon, l'exemple de la Shoah, il n'est pas très très bon parce que c'est des choses qui sont tellement horribles que c'est très difficile de garantir qu'on peut s'en sortir. Mais étant donné que ça donne une référence qu'on n'en est pas là, parce que finalement ça reste une déception amoureuse, d'accord? Donc ça sera pareil, il faudra faire un travail de reconstruction, il faudra mettre en place des éléments. D'accord, je vous dis, je donne des programmes parce que mes cours, ils fonctionnent comme des études de comportementalisme. Maintenant, vous pouvez faire la même chose, c'est un psy, seulement ça vous coûtera plus cher. Mais les cours en eux-mêmes, si on les utilise avec une certaine méthode, en fait, on fait la reconstruction. D'accord? La joie, la sérénité, le respect de soi, la connaissance de soi, la maîtrise de l'existence, euh, comment savoir régénérer son réservoir de joie. Ce sont des actes nécessaires, des process qui se mettent en place et qui font qu'on évolue. D'accord? Donc, c'est la seule manière de faire. Parce que sinon, ça va être la perpétuité. Déjà, c'est interdit dans la Torah de l'auditor de garder rancune, mais pas seulement parce que c'est assourd, mais surtout parce que la Torah, elle veut pas que quand tu restes figé dans ton passé, en fin de compte, tu t'empêches d'avoir un avenir. Ouais, c'est vrai que parfois c'est dur de voir, d'aller de l'avant. On a tendance à ressasser le passé et il C'est faut sûr, quelqu'un, il marche dans la rue et il marche sur une expression canine. Vous savez, des fois, les chiens, ils deviennent des artistes et ils produisent quelque chose qu'ils mettent en plein milieu du trottoir. On a marché dedans, d'accord? Bon, et on sent que c'est un problème, on le sent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ok, ça porte bonheur, d'accord. Mais en vérité, c'est où je dis, bah écoute, je vais m'essuyer le pied, je vais gratter avec un truc, je vais me nettoyer dans le caniveau et je vais avancer, ou non, je vais rester. Voilà, eh ben j'ai mis le pied dedans, eh ben tant pis pour moi, et je reste là toute ma vie, j'attends que quelqu'un vienne s'occuper de moi. De toute façon, entre guillemets, on est condamné, en un seul mot, à évoluer. D'accord? On est condamné à changer, on est condamné à s'adapter, on est condamné à grandir. Maintenant, c'est vrai que grandir et souffrir, ça rime. D'accord? Parce qu'il y a des gens pour qui grandir, c'est souffrir. Mais c'est la seule manière d'avancer. Donc, il faut décider qu'on doit le faire. Et si on n'arrive pas à le faire, on n'a qu'à le faire pour quelqu'un d'autre qui est très proche de nous et qui se trouve accessoirement avec nous. Ça, c'est marqué dans Pirkei Avot. Im en anili, mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Donc, quand moi, j'arrive pas à le faire, je dois prendre un autre moi qui est en moi, qui va s'occuper de moi pour que moi, je devienne moi. très intéressant ça.
Et merci Rav, merci. Mais même si le message est propre à chacun et qu'on ne peut pas rentrer dans les comptes de Dieu, quel est selon vous le message qu'Hachem veut nous faire passer après une telle relation? Encore une fois, la vie, d'accord, elle a ce défaut majeur qu'on appelle l'effet miroir, d'accord. Maintenant, si je me lève le matin et je rentre dans la salle de bain et je vois une guenon, d'accord, bah, ça veut dire que d'abord que j'ai un vrai problème d'épilation. Restez calme, d'accord. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le miroir ne peut pas me renvoyer autre chose que ce que je suis. Oui. Eh ben, la vie, c'est un miroir. Ah, maintenant, je suis dégoûté parce que je rencontre des idiots. Eh ben, je vais faire de la remise en cause. Je vais me demander pourquoi. Je vais dire pourquoi j'attire ce genre de personnes, d'accord? Maintenant, à ce niveau-là, c'est même pas Mila Shamaïm, puisque c'est moi qui le génère, d'accord? C'est-à-dire que si, par exemple, je réfléchis pas et que je me plante, eh ben, c'est pas parce que le bon Dieu l'a voulu. Si je me couvre pas et que j'attrape un rhume, c'est pas parce que le bon Dieu l'a voulu. Si je m'associe avec des escrocs et qu'ils me roulent, c'est pas parce que le bon Dieu l'a voulu. D'accord? Maintenant, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place une situation. Mais cette situation, encore une fois, elle est mise en place parce qu'elle me ressemble. D'accord? Donc, si moi, ça veut dire, si moi je choisis, je sais pas moi, un prestataire de service de bon niveau, donc j'ai un résultat. Si je prends un gars dans la rue comme ça, je lui dis, je t'en prie, mets-moi l'électricité. Après, je dis, mais c'est pas possible, attends, j'allume la lumière, il y a l'eau qui coule. Bah, c'est toi qui as choisi le prestataire. Donc, ça veut dire que le niveau d'investissement, le niveau de sincérité, le niveau de cohérence, le niveau de tzidkout, ouais, eh ben, il définit la réalité qui est en face de moi. Donc, en vérité, ça s'appelle Bederer chez Rotseleler Molichinoto. Dans le chemin dans lequel je veux aller, on me fait aller. Ça rentre seulement en ligne de compte si j'ai choisi la liberté, c'est-à-dire l'exercice de la maturité. Alors, si j'ai choisi de ne pas être mature, de ne pas être dans le choix, d'être un objet, d'être dans le décor, d'être pris en main par la réalité, de me laisser aller plutôt que d'avancer, bah après, je ne fais que subir. Alors, depuis quand est-ce qu'un veau lui demande son avis? Donc, si je choisis d'être un veau, d'accord, automatiquement, je perds le libre arbitre, sauf celui peut-être d'acheter une Volvo, puisqu'elle vaut le veau qui est dedans. Merci, merci infiniment, Rav. Merci pour tous les éclairages. Et du bonheur. Merci pour vous aussi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos interrogations aujourd'hui, qui aideront, je l'espère, beaucoup de personnes s'étant retrouvées dans une situation similaire. Vous avez aidé de très nombreuses personnes et voilà, je tenais à vous dire que votre implication au sein de la communauté juive est remarquable. Vos conférences sont toujours pleines de sens et d'humour et vous prenez le temps auprès de chacun pour les écouter et les aider. Et je suis ravie d'avoir fait cette vidéo avec vous. Merci encore. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis et à très bientôt sur JPX Live.